Bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez à quoi vous attendre. Ce soir, on a décidé de vous raconter 4 histoires vraies, donc 4 true crime qui sont absolument horribles et ignobles. On espère que vous avez apprécié le premier épisode qui est sorti sur la chaîne. Encore une fois, ne vous en faites pas, des threads vont aussi sortir toutes les semaines. Bien entendu, gros disclaimer sur les 4 histoires car elles peuvent réellement choquer, même si on ne va pas vous montrer d'images réellement visuelles. Il y aura de la violence psychologique, il y aura de la violence physique, donc bref, vous êtes prévenus. Et pour tous ceux qui sont encore là et ceux qui nous découvrent, bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton qui est juste là. N'hésitez pas à vous abonner à tous les réseaux sociaux qui s'affichent. Et je laisse la parole à Kratos pour la première histoire. Vous savez, lorsqu'on étudie les profils de tueurs en série dans les true crime, il y a très souvent plein de points communs entre ces derniers. Et un de ces aspects en question, c'est souvent la vie professionnelle, parce que dans bien des cas, c'est assez chaotique et désordonné. Mais dans cette première histoire qu'on vous raconte ce soir, on va parler de Charles Cullen, qui avait un métier plutôt insolite dans le milieu, parce qu'on parle bien potentiellement d'un des tueurs en série les plus prolifiques de toute l'histoire, qui était infirmier. Charles Edmund Cullen naît le 22 février 1960 à New Jersey aux États-Unis. Très vite, on se rend compte qu'il a une enfance plutôt tumultueuse et perd beaucoup de membres de sa famille dans sa jeunesse. Son père décède malheureusement alors qu'il n'était qu'un nourrisson et sa mère va décéder alors qu'il est au lycée. Et 2 de ses frères et sœurs meurent également juste après. Malgré toutes ces épreuves, il lui reste encore de la famille et pendant de nombreuses années, il s'occupe de son frère qui a finalement perdu ce combat contre le cancer. Bon, dans tout ce contexte un petit peu tragique, Cullen quitte le lycée et finalement s'engage dans la marine. Et juste après ça, il se met à fréquenter l'école d'infirmière de l'hôpital de Mountainside à Montclair. Après toutes ces années de dures épreuves, Charles semble se stabiliser et obtient son diplôme en 1987, se marie et a même 2 filles. Malheureusement, son idylle connaît une fin car en janvier 1993, la femme de Charles, Adrienne Taube, demande le divorce. Elle contacte la police et l'informe qu'elle a peur de son mari. Et en effet, le moins qu'on puisse dire, c'est que Charles a un comportement plutôt bizarre. On ne sait pas trop pourquoi, mais au fur et à mesure du temps, il se met à partir un petit peu en cacahuète. Par exemple, il se met à consommer énormément de boissons alcoolisées et il met même de l'essence de briquet dans ces derniers pour les corser un petit peu, bref c'est super chelou. Et dans un tout autre registre, mais beaucoup plus glauque, il se met même à appeler les pompes funèbres locales pour leur demander leurs tarifs et généralement ça sent pas bon. En plus de ça, Adrienne voit très bien que Charles n'est pas souvent dans son état normal et étant donné qu'il travaille à l'hôpital, elle le soupçonne secrètement de se procurer plein de substances illicites pour se les administrer lui-même. Et elle finit enfin par déposer une plainte pour violence domestique et détaille une série d'incidents qui s'étaient produits au domicile du couple. Charles a un comportement ultra sadique, par exemple il aurait mis leur furet de compagnie dans une poubelle, brûlé l'un des livres de leur fille de la cheminée et à une occasion il a déposé ses filles chez une babysitter et n'était venu les chercher qu'une semaine après. C'est donc beaucoup trop pour Adrienne et ses filles qui commencent à se méfier et avoir de plus en plus peur de Charles. Ils vont d'ailleurs donner et relâcher tous leurs animaux de compagnie de peur que celui-ci ne s'en prenne à eux. Et Adrienne ajoute qu'elle n'a absolument aucune idée de pourquoi Charles se met à agir aussi bizarrement alors qu'avant il n'aurait absolument jamais fait ça. Vous l'aurez compris, on ne sait pas exactement ce qui a poussé Charles à suivre cette voie plutôt morbide. Et finalement, Adrienne va tenter d'obtenir une ordonnance restrictive à l'encontre de son mari, mais le juge rejette sa demande, déclarant que celui-ci n'était coupable que d'un comportement étrange, mais pas de menace de violence. Mais c'est à la suite du divorce que Charles échappe à tout contrôle. Il se tourne encore plus vers l'alcool, n'est plus du tout maître de lui-même et va même batailler pour obtenir la garde de ses filles qui heureusement ne l'aura pas. Il tente également de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises, la première fois quelques jours seulement après que sa femme ait porté plainte pour violence domestique. Et en plus de ça, il lutte contre des problèmes financiers croissants et une maladie mentale. Par la suite, il commence à faire des actes de plus en plus chelous et de plus en plus osés, notamment à s'introduire chez l'une de ses collègues infirmières. Et c'est seulement à cette fin que Adrienne obtient finalement l'ordonnance restrictive vis-à-vis de son mari. Sans trop savoir pourquoi, du haut de son poste d'infirmier, Charles tue 3 patients à l'hôpital Warren de Phillipsburg dans le New Jersey. Il administre des doses fatales de digoxine à 3 patientes. Et juste avant de mourir, l'une de ses victimes, Ellen Dean, raconte aux membres de sa famille qu'un infirmier lui avait injecté un produit. Peu après, Charles démissionne de l'hôpital comme si de rien n'était, et le pathologiste va simplement déclarer que la patiente était morte d'un cancer et aucune enquête ne va être lancée. De là, Charles va passer dans un autre centre médical où il travaille principalement de nuit, et sa folie meurtrière sans mobile apparent semble s'intensifier, car au cours des 9 années suivantes, il fait des allers-retours entre différents hôpitaux du New Jersey, assassinant un grand nombre de patients sur son passage. Jamais ces meurtres ne sont découverts, mais plusieurs fois il est licencié et dans d'autres cas il part et s'installe ailleurs de lui-même.
En l'an 2000, Charles tente de mettre fin à ses jours en s'empoisonnant avec du monoxyde de carbone, mais sa voisine du dessus sent la fumée et alerte de la police et Charles est donc sauvé. Après ça, il continue sa quête macabre de meurtre sans raison. Et les soupçons ont finalement été éveillés en 2002 lorsqu'une infirmière de l'hôpital de Saint-Luc a contacté la police pour lui révéler qu'elle craignait qu'il ne tue des patients. Elle avait une liste de 69 patients qu'elle craignait qu'il n'ait tués. La police locale passe 9 mois à enquêter sur Charles, mais l'enquête s'est finalement arrêtée sans même qu'il soit interrogé. Charles Cullen n'est finalement arrêté qu'en décembre 2003 lorsque des responsables du Somerset Medical Center se rendent compte qu'énormément de patients sont morts avec un taux de digoxine super élevé dans leur organisme, un taux absolument pas normal. Charles est donc directement licencié et pendant tout ce temps les directeurs vont étudier son dossier et se rendent compte qu'il y a plein de choses très douteuses sur les patients qu'il a traités. Ils informent ensuite les procureurs de leurs conclusions et Charles est placé sous surveillance. Et pendant cette surveillance, Charles refuse de passer aux aveux. La police va donc demander à Amy Lofren, infirmière au Somerset Medical Center, de porter un micro et de rencontrer Charles. Ils vont s'entretenir dans un bar de Bridgewater dans le New Jersey où Amy le confronte aux morts suspectes survenues sous sa surveillance. Je sais que vous l'avez fait. Allons au commissariat de police. Nous pouvons les appeler ensemble. Mais Charles est déterminé et ne veut pas. Évidemment, les enquêteurs se trouvaient juste à l'extérieur du bar et ont estimé qu'ils avaient assez de preuves pour arrêter Charles. Après son arrestation, Charles admet une pléthore de meurtres, donnant aux enquêteurs une estimation du nombre de personnes qu'il aurait tuées dans chaque hôpital. On lui propose un accord de plaidoyer dans lequel il évite la peine de prison en échange de ses aveux. Et on se rend vite compte que Charles avait utilisé divers médicaments pour donner une surdose mortelle à ses patients. Certaines de ses victimes ont survécu à la première overdose, ce qui a conduit Charles à essayer à plusieurs reprises et même à changer les médicaments mortels pour terminer le travail. Il admet devant les autorités avoir parcouru les dossiers à la recherche d'une victime potentielle dans chaque hôpital où il travaillait. Il aurait parcouru tous les dossiers à la recherche de la victime parfaite, un patient qui souffrait de plusieurs défaillances des organes, également ceux qui avaient une ordonnance de non-réanimation. Il comparaît finalement devant le tribunal et plaide coupable de 22 meurtres et de 3 tentatives de meurtre dans le New Jersey. Et pendant tout son procès, tout son séjour au tribunal, Charles refuse de regarder dans les yeux les familles des victimes et même de regarder dans leur direction. Il affiche même une désinvolture apparente, il fait semblant de dormir sur la table des accusés, bref, vous voyez le genre. L'un des fils d'une victime déclarera même: Vous n'avez même pas le courage de regarder par ici, n'est-ce pas? C'est une honte. Charles est finalement condamné à 11 peines consécutives d'emprisonnement à perpétuité et a ensuite avoué 7 autres meurtres et 3 tentatives de meurtre en Pennsylvanie. Et au final, si entre guillemets seulement 29 meurtres ont pu être confirmés, Charles aurait avoué plus d'une quarantaine. Et tout ça pendant sa carrière d'infirmier qui aura duré plus de 16 ans. Mais finalement, en étudiant les morts douteuses de là où il avait travaillé, les enquêteurs pensent que son nombre de victimes est en fait beaucoup plus élevé pour atteindre la barre des 400. Et ce qui fait en fait tout simplement de Charles l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire. Quant à sa motivation, Charles va tenter le tout pour le tout et va essayer de rationaliser en disant qu'il mettait fin à la souffrance de ses victimes et empêcherait leur déshumanisation. Ce à quoi le docteur Michael Wellner, professeur de psychiatrie au centre universitaire de New York, va déclarer: Le meurtre de pitié est une défense courante, mais c'est une rationalisation qu'une personne emploie pour se convaincre qu'elle fait la bonne chose. Et bien entendu, on se rend compte que certaines de ces victimes avaient à peine 21 ans et venaient simplement pour une opération de routine. Vous l'aurez donc compris, on ne connaît pas vraiment le mobile de ces crimes ni pourquoi il a entrepris toute cette série meurtrière. On ne connaît pas non plus un potentiel élément déclencheur ni aucune maladie, bref, ces meurtres ont tous été commis de sang-froid. Et finalement, même si on ne peut pas quantifier une échelle de l'horreur, ça rend les faits vraiment troublants et ça fait froid dans le dos. Parce que finalement, les hôpitaux, c'est quand même censé être un endroit safe où on vient se faire soigner, mais malheureusement avec Charles dans les parages, l'histoire était complètement différente. Et comme l'a déclaré la fille de l'une des victimes après la condamnation de Charles, Il était censé être une sorte d'ange de la miséricorde mettant fin à la souffrance des gens. Eh bien, il devrait regarder dans la salle d'audience pour se rendre compte de tout ce qu'il a commis. Pour cette deuxième histoire, on va bouger un petit peu et on va aller en Europe, en Angleterre. Et d'ailleurs, on va également retourner dans le passé, le 21 décembre 1979, lorsque Sharon Carr naît. Malheureusement, les circonstances dans lesquelles elle va grandir vont être très compliquées. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, son père est soldat, tandis que sa mère ne travaillait pas, mais elle est adepte de pratiques peu courantes. Par exemple, ça lui arrive très souvent de réaliser des pratiques assez sombres et de pratiquer le vaudou également. Et ça crée énormément de tensions dans son couple. En plus de ça, elle n'est pas tendre du tout avec sa fille Sharon et a une éducation très violente.
Ça lui arrive par exemple très régulièrement de la frapper, mais également de lui faire subir toute chose atroce lorsqu'elle est punie. Par exemple, et on vous prévient c'est déjà très violent, lorsque Sharon n'est pas sage, il arrive que sa mère lui verse du poivre sur ses parties génitales. En plus de ça, elle est également violente avec son mari, elle le frappe et elle n'hésite pas à l'insulter de tous les noms, jusqu'à un jour où elle va dépasser les limites. Alors qu'elle est en pleine dispute avec son mari, elle lui verse une marmite de graisse bouillante sur le visage. L'homme en ressort gravement blessé et c'est à ce moment-là qu'il se décide enfin à la quitter. Malheureusement pour sa fille Sharon, c'est elle qui va continuer d'avoir la garde et les choses vont s'empirer. Une fois célibataire, la mère de Sharon plonge dans l'alcool et elle voit toutes sortes d'hommes tous les jours. Bien entendu, elle ne se cache pas, elle fait tout ça devant sa fille sans aucun scrupule. Encore une fois, et je pense que vous l'avez compris, elle est très violente, elle agresse son voisin, elle l'asperge de kérosène. Et ça lui arrive très souvent de pratiquer des rituels très sordides sur des animaux et notamment d'en tuer juste pour le plaisir. Lorsque tout ça se déroule, Sharon est encore très jeune, vous le comprenez, c'est donc très dur d'avoir une éducation saine dans ces circonstances. Au début, ses professeurs la décrivent comme étant une fille polie et serviable, mais très vite tout ça va changer. Son comportement se détériore et alors qu'elle n'a qu'une dizaine d'années, elle devient l'élève perturbante de la classe. Malheureusement, elle n'a aucun ami et la seule solution pour elle de se confier, c'est via son journal intime. Plus tard, lorsqu'il sera retrouvé, sur ce journal intime, on peut très bien voir son changement de comportement. Au début, les phrases qui y sont indiquées sont assez banales pour une fille de son âge. J'ai trop envie de vacances. J'en ai marre des mathématiques. Mais peu à peu, tout ce qu'elle va écrire va devenir plutôt significatif de ce qui lui arrive dans la vie. La jalousie me donne envie de me battre. Tuer, c'est bon pour les affaires. Je suis née pour être une meurtrière. Tuer, pour moi, c'est une excitation. Et cela me fait tellement planer que je ne veux plus jamais descendre. Chaque nuit, je vois le diable dans mes rêves. Parfois même dans mon miroir. Mais je réalise que c'est juste moi. Son journal est illustré par des dessins à côté de tout ce qu'elle raconte, des dessins plutôt morbides comme des couteaux par exemple. Et on vous le rappelle, à ce moment-là, Sharon n'a qu'à peine 10 ans. Malheureusement, ce genre de comportement et la violence sadique semblent être pour elle tout à fait normal et complètement banalisé par sa mère. Au fur et à mesure que les mois avancent, Sharon devient de plus en plus violente. À l'image de sa mère, elle se met aussi à torturer des animaux, et on découvrira plus tard qu'elle-même a coupé la tête du chien de son voisin. La méthode qu'elle utilise pour faire ça est barbare et complètement inhumaine, elle a utilisé une pelle. Et encore une fois, je vais être répétitif, mais à ce moment-là, elle n'a qu'une dizaine d'années, à peine 11 ans. Le pire dans toute cette histoire, c'est que ce n'est que le début. Elle continue en torturant des animaux, elle fait par exemple frire des hamsters vivants. Et c'est à partir de l'âge de 12 ans que tout devient clair dans sa tête. Je veux arrêter l'école. Je ne veux pas être médecin ou avocate. Mon but, c'est de devenir la plus jeune meurtrière du pays. Téléportons-nous maintenant le soir du 7 juin 1992 à Surrey en Angleterre. Sharon à ce moment-là a 12 ans et elle traîne dans les rues de sa ville avec deux hommes qui sont plus vieux qu'elle. Alors qu'elle sillonne le quartier à côté des discothèques tout en fumant de la drogue, elle remarque une personne qui l'intéresse particulièrement. Il s'agit de Katie Radcliffe, une jeune coiffeuse de 18 ans. Celle-ci sort juste de la discothèque et apparemment elle s'est séparée de son petit ami. La voyant dans un désespoir total, Sharon va la voir et essaye de la rassurer. Katie se retrouve donc avec Sharon ainsi que les deux autres hommes à discuter et franchement ça lui fait du bien jusqu'au moment où Sharon lui propose de la raccompagner chez elle. Totalement innocente, Katie accepte et commence à marcher avec eux, sauf qu'au bout d'un moment elle se rend compte que les choses sont étranges. Alors qu'elle souhaite prendre le chemin pour rentrer vers sa maison, elle voit que les trois autres individus qui sont avec elle ne veulent pas prendre ce chemin. Ils l'emmènent plutôt dans une zone boisée et obscure. Même si elle ne se doutait d'absolument rien étant donné le jeune âge de Sharon, Katie sent qu'elle est tombée dans un guet-apens et donc commence à faire demi-tour. Lorsque ça arrive, Sharon le remarque et là, les deux hommes ne bougent pas et c'est Sharon qui se met à courir vers elle. Voyant ce qui est en train de se passer, Katie se met également à courir pour fuir et c'est là que Sharon sort un couteau de sa poche. La jeune fille finit par la rattraper et c'est là qu'elle lui inflige plus de 32 coups de couteau dans la poitrine. À ce stade-là de la situation, les deux hommes qui étaient avec Sharon se sont enfuis, ils ne sont plus là du tout. Et celle-ci continue à poignarder la jeune Katie à plein d'endroits différents de son corps. Après avoir réalisé son horrible acte, Sharon met en scène la situation. Elle se met à déshabiller Katie pour faire penser à un abus sexuel. Et elle déplace également le corps dans une autre rue. Le corps ne tarde pas à être retrouvé car c'est dès le lendemain que la police est appelée et qu'ils constatent les dégâts. Étant donné la brutalité du meurtre, les détectives concluent tout de suite un profil disons classique, c'est-à-dire un homme d'âge moyen, bien sûr sans penser un seul instant qu'il puisse s'agir d'une jeune fille de 12 ans.
2 ans passent sans que Sharon ne soit inculpée pour quoi que ce soit. Mais bien sûr, pour elle, ce n'est que le début, et tout ce qu'elle souhaite, c'est recommencer. Et c'est exactement 2 ans, jour pour jour après le premier meurtre qu'elle a réalisé, qu'elle décide d'en tenter un autre. Alors qu'elle se promène à côté d'une université, Sharon se jette sur une étudiante et lui plante un couteau dans le dos. Le couteau transperce le poumon de la jeune Mary Clifford, mais cette fois et heureusement, elle n'est pas seule. Un groupe d'étudiants qui était avec elle voit ce qui vient de se passer et se jette sur Sharon. Immédiatement, ils appellent la police et c'est là que Sharon est envoyée par les magistrats dans le centre d'évaluation de Bullwood Hall, situé à proximité de chez elle, pour 2 ans. Le but est avant tout d'observer son comportement et de l'étudier. Très vite, la jeune fille montre des signes d'agressivité extrême. Elle tente même à de multiples reprises d'agresser les membres du personnel en les étranglant. En parallèle, les policiers essayent d'en apprendre un petit peu plus sur elle, ils interrogent sa famille, ils interrogent également le gardien de l'appartement dans lequel elle vit. Et il faut savoir que c'était la bonne personne à interroger car Sharon avait le béguin pour lui et donc elle lui a raconté énormément de choses. Les enquêteurs retrouvent également son journal intime dans lequel elle décrit presque exactement tout ce qu'elle a réalisé. Je plante le couteau dans sa poitrine. Ses yeux se ferment. Elle me supplie alors que je lui plante encore et encore. Je ne veux pas lui faire de mal, mais j'ai besoin de lui faire violence. Je dois vaincre sa beauté, sa sérénité, sa sécurité. Je sais qu'elle sent que sa vie se retire lentement d'elle et je l'entends halter. Je suppose qu'elle essaye de respirer. Je sais qu'avant elle respirait, mais ce n'est plus le cas maintenant. Et je suis joyeuse. 27 heures d'interrogatoire vont également être réalisées dans lesquelles elle décrit exactement tout ce qu'elle a fait. Elle décrit par exemple avec exactitude une des blessures qu'elle a réalisées à Cathy, permettant de confirmer que c'est bien elle qui l'a réalisée. Et alors que pendant son procès, elle affirme 3 versions différentes, une version où elle aurait eu des relations avec Cathy, une autre elle n'en aurait pas eu, bref des versions qui n'ont rien à voir, elle est tout de même condamnée à 14 ans de prison. Elle essaye tout de même d'alléger sa peine en parlant des 2 hommes qui étaient avec elle ce soir-là, sauf que quand eux deux ont été interrogés, ils vont fournir un alibi très solide, ce qui vont faire qu'ils sont écartés de l'enquête très rapidement. Au vu de son très jeune âge, de nombreux procès vont avoir lieu par la suite, mais ils vont confirmer la première condamnation qu'elle a eue. Et ce jusqu'au 10 décembre 2003 où sa peine va être allégée à 12 ans de prison. Malheureusement, son comportement ne change pas, elle est toujours aussi violente envers les prisonniers qui sont avec elle et envers les membres des équipes de la prison. Et tout ça fait qu'elle est maintenant mutée et qu'elle se trouve dans un hôpital psychiatrique. Elle se trouve dans une section sécurisée spécialisée pour les schizophrènes. Et même dans cet établissement, son comportement s'empire, elle tente d'agresser tout le monde, elle essaye de s'automutiler également. Et la raison qu'elle donne pour se justifier, c'est qu'elle veut juste vérifier qu'elle est encore humaine. Aujourd'hui, Sharon est toujours enfermée dans un établissement spécialisé à Londres, et elle suit scrupuleusement son traitement ainsi que sa psychothérapie. Il s'agit d'un cas difficile à comprendre. On peut trouver des exemples de meurtres de jeunes enfants par d'autres enfants, mais là c'est une enfant tuant une femme presque adulte. C'est une personne extrêmement dangereuse, car elle est clairement prête à tuer sans aucun motif. Cela rend sa conduite très imprévisible et très dangereuse. Elle est un vrai danger pour le public. Au cours de l'été 1990, la ville universitaire de Gainesville est en proie à la terreur. 5 étudiantes sont retrouvées assassinées l'une après l'autre. Elles ont été poignardées, mutilées et abusées sexuellement. Et certaines d'entre elles ont même eu la tête coupée. Mais pour savoir qui a commis ces meurtres et pourquoi, replongeons un petit peu dans le passé. Daniel Harold Rowling est né en 1954 à Shreveport, en Louisiane. Et dès sa plus tendre enfance, ce n'est pas la joie à la maison car son père est lieutenant de police et il abuse très souvent de sa femme et de ses enfants tant physiquement que verbalement. Il est décrit comme un homme très violent qui battait ses enfants à mort et qui était comme un interrupteur, c'est-à-dire qu'il était éteint 1 minute et allumé la minute suivante. Enfant, Daniel s'enfuit très souvent de chez lui pour aller dans les bois, s'adonner à de la petite délinquance et à du voyeurisme. Et après avoir quitté le lycée en 1972, Daniel s'engage dans l'armée de l'air, mais il est finalement libéré après 2 ans de service seulement. Daniel n'est pas mûr et n'a absolument pas le système nerveux ou la maturité nécessaire pour la vie militaire. Après ça, il vient semblant de périodes qui pourraient être qualifiées de vie plutôt normale. Il devient actif dans l'église, se marie et a même une fille. Mais la mère de Daniel s'en rend compte, il commence à complètement perdre la tête lorsque sa femme demande le divorce. Au cours de la décennie suivante, il se tourne vers la criminalité et passe de longues périodes derrière les barreaux pour vol à main armée en Géorgie, en Alabama et dans le Mississippi. Daniel devient de plus en plus énigmatique et sa personnalité change complètement.
Lucifer m'a dit qu'il y avait 8 âmes pour chaque année passée en prison. Et c'est malheureusement sous ces énigmatiques déclarations que Daniel sort de prison très souvent et va s'adonner à ses premiers meurtres sordides. En 1989, William, 55 ans, sa fille Julie, 24 ans et son petit-fils Sean, 8 ans, sont sauvagement assassinés. William prépare tranquillement le dîner lorsqu'un homme fait irruption dans leur appartement et les poignarde tous à mort. Julie est abusée sexuellement, des traces de morsures sont retrouvées sur sa poitrine. Quelques mois plus tard, en mai 1990, Daniel se bat avec son père et ça tourne mal. Il s'empare de son pistolet et lui tire dessus à 2 reprises, une fois dans l'estomac et une fois dans le visage. Recherché pour tentative de meurtre, il s'enfuit de Louisiane et séjourne brièvement en Floride. Et dans son nouvel habitat, il n'attend pas pour commettre ses prochains crimes. Il s'introduit notamment dans la maison d'une femme du nom de Janet Frake et abuse d'elle. Et c'est à peine 2 mois plus tard, à la fin du mois d'août de 1990, que Daniel arrive finalement à Gainesville, le siège de l'université de Floride. Et là, il s'installe dans un espèce de campement dans les bois à l'extérieur de la ville, comme il avait l'habitude de faire lorsqu'il était adolescent. Et au petit matin du 24 août, un drame est sur le point de se produire à Gainesville. Daniel s'introduit dans l'appartement de Sonja Larson et Christina Powell, 2 adolescentes étudiantes en première année à l'université. Il assassine d'abord Sonja en lui couvrant la bouche avec du ruban adhésif et en la poignardant dans son sommeil. Il abuse ensuite de Christina avant de la tuer et de commettre toutes sortes d'actes de barbarie sur son corps. Ensuite, il nettoie la scène du crime et fait poser les 2 victimes dans 2 positions sexuelles. La nuit suivante, Daniel est toujours dans sa soif de sang et il s'introduit dans le domicile de Krista Hoyt qui a à peine 18 ans et qui fréquente une université à proximité. Il attend sagement qu'elle rentre chez elle, puis abuse d'elle sexuellement, va la poignarder et va lui rompre les artères. Il s'adonne encore une fois à de nombreux actes de barbarie sur le pauvre corps de la jeune femme et va finalement lui couper la tête et la placer sur une étagère. Après avoir été incapables de joindre leur fille pendant plusieurs jours, les parents de Christina vont quitter leur domicile et se rendre chez leur fille et ils vont malheureusement tomber sur une scène absolument horrible, on vous fait pas de dessin, de Christina et de Sonja décédés dans leur appartement. Le lendemain, la police découvre le corps de Krista qui ne s'était pas présentée à son job étudiant. Cette nuit-là, la nouvelle des meurtres horribles se répand sur tout le campus, absolument tout le monde est terrifié, mais Daniel n'en a toujours pas terminé. Daniel s'introduit à nouveau dans l'appartement de Tracy Pauls et Manuel Taboada, tous 2 âgés d'à peine 23 ans. Daniel assène un premier coup de couteau à Manuel qui était en train de dormir, ce dernier se réveille et plutôt athlétique essaye de se défendre, mais finalement il prendra 31 coups de couteau et succombera. Tracy, qui a assisté à toute l'agression, se précipite dans la salle de bain et s'enferme à clé. Mais malheureusement, Daniel arrivera à enfoncer la porte très facilement et abusera d'elle pendant des heures. Finalement, elle sera également sauvagement assassinée de 3 coups de couteau dans le dos et les 2 corps seront retrouvés le lendemain. Lorsque la nouvelle de la tuerie s'est répandue à Gainesville, la panique s'est installée et de nombreux étudiants ont choisi de quitter le campus. Les parents ont retiré beaucoup de leurs enfants de l'université. Et pendant tout ce temps, la police s'est concentrée sur Edward Humphrey, un jeune homme de 19 ans diagnostiqué maniaco-dépressif qui avait des liens circonstanciels avec des crimes et avait été récemment arrêté pour avoir agressé sa grand-mère qui insistait sur le fait qu'il ne l'avait pas frappé. Vous l'aurez donc compris, les enquêteurs s'en sont pris à la mauvaise personne parce que Edward n'était pas du tout lié à ces crimes. Déjà que mon jeune frère n'avait pas une bonne santé mentale au départ, cette affaire l'a ébranlé jusque dans ses fondements. Entre-temps, Daniel a repris ses activités de criminel et en 1990, il fait encore une fois un vol à main armée mais va être finalement rattrapé par la police. Eh les gars, vous êtes plutôt doués. Et sans surprise, après son arrestation, la vie à Gainesville est revenue à la normale et les policiers commencent à monter leur enquête. En investiguant sur le cambriolage de banque survenu juste après les meurtres, la police découvre le campement de Daniel et des éléments de preuve le liant au crime. Notamment, et c'est très glauque, une cassette contenant des chansons country effrayantes faisant référence à ses projets. Son ADN sera également prélevé, ce qui va encore une fois confirmer son implication dans tous ces horribles meurtres. Et pendant sa détention, il est déclaré comme étant le principal suspect de la famille qu'il avait tué auparavant quelques années plus tôt. En février 1994, à la veille de son procès pour meurtre, Daniel plaide coupable de 5 chefs d'accusation pour meurtre et de 3 chefs d'accusation pour agression sexuelle et cambriolage à main armée. Toute ma vie, j'ai fui une chose puis une autre, qu'il s'agisse de problèmes à la maison, de problèmes avec la justice ou de problèmes avec moi-même. Mais il y a des choses que l'on ne peut pas fuir, et celle-ci en fait partie. Un mois plus tard, le jury de Floride, à 12 voix contre 0, le condamne à mort.
Pendant son séjour dans le couloir de la mort, le tueur en série vend des peintures, écrit un livre avec sa fiancée qui est l'auteur de True Crime Sondra London et gagne pas mal d'argent. Mais finalement, tous les bénéfices du livre seront reversés à l'État. Bref, vous l'avez bien vu, on a encore une fois affaire à un effroyable tueur en série qui assassine ses victimes de sang-froid, sans aucune raison, même si rien ne le justifie de base. Ou peut-être que Daniel en avait une après tout, car il a finalement déclaré avoir toujours eu envie d'être une superstar comme Ted Bundy. Et si à la fin il ne l'a pas été, il n'a pas moins inspiré de nombreux films. Car oui, au début des années 90, le scénariste Kevin Williamson s'est inspiré de l'affaire de l'éventreur de Gainesville pour un scénario qu'il était en train d'écrire sur une série de meurtres qui se faisaient dans une ville universitaire. Ce scénario sera finalement transformé en 1996 en un film que vous connaissez très probablement, Scream. Mais alors, où est-ce que se trouve Daniel aujourd'hui ? Après avoir passé plus de 12 ans à attendre que sa peine soit effective, il a finalement été mis à mort par injection létale le 25 octobre 2006. Lorsqu'on lui a demandé ses dernières paroles, Daniel s'est mis à chanter un gospel décousu avant que les micros ne soient éteints et que les drogues ne pénètrent dans son système sanguin. Et peu avant son exécution, il a remis une note à son conseiller spirituel qui était un révérend. Dans cette note, il avoue les crimes de la famille, la première qu'il avait assassinée 17 ans plus tôt. Et dans ses derniers mots, il exprimerait apparemment une forme de regret. C'est moi, et moi seul qui suis coupable. C'est ma main qui a arraché ces précieuses lumières à ce vieux monde obscur. De tout mon cœur et de toute mon âme, je voudrais pouvoir les ramener. Ok, on est parti pour cette quatrième et dernière histoire et on va vous raconter le récit de Paul Bernardo et de sa femme. Malheureusement, et au final ça devient assez récurrent, son enfance se passe très mal. Tout d'abord, il faut savoir que son père est très violent et même qu'il abuse de lui. Et est-ce que c'est un secret dans cette famille ? Pas du tout. Sa mère est au courant et tout ce qu'elle veut faire, c'est le fuir, mais seulement pour sa propre sécurité et pas pour la sécurité de ses enfants. Complètement dépressive, elle décide donc de s'écarter d'eux, elle les laisse sans surveillance pendant très longtemps, et parfois c'est même pire parce qu'elle les laisse tout seuls avec son mari qui est abusif. Mais bon, malgré tout ça, Paul essaye de grandir comme il peut. À 10 ans, il se lie d'amitié avec deux amis à lui qui sont scouts et donc lui aussi va le devenir. Il s'en sort d'ailleurs très bien parce qu'il reçoit le prix du chef des scouts quelques années après. Alors qu'il n'a que 12 ans, Paul travaille dans le restaurant d'un ami de son père en parallèle de ses études. Sauf que pour une raison assez sombre et alors qu'il a des bonnes notes à l'école, ses parents décident de le désinscrire et veulent qu'il continue à travailler sans continuer ses études. Le 15 juin 1980, Paul rencontre celle qui sera son premier amour. Elle s'appelle Nadine Brammer et c'est la première femme avec qui il aura des relations. Malheureusement, la jeune femme le quitte très rapidement et en fait elle a complètement ses raisons. Apparemment, Paul est très possessif, il est très contrôlant et veut absolument qu'elle fasse tout ce qu'il veut. Et en sachant que la jeune femme va se tourner vers un ami à lui qu'il connaît très bien, c'est là qu'il commence à péter un câble. Premièrement, il se met à mettre le feu à toutes les affaires de sa copine. Et en fait, c'est après cet événement que Paul se met à chercher d'autres femmes pour avoir des relations plus succinctes. Il se met à traîner de bar en bar pour draguer des filles en leur mentant consciemment pour avoir des relations avec elles. Sauf que chacune de ces relations se finit mal parce qu'il est tout le temps violent. Et c'est en parallèle de toute cette période qu'il va aussi apprendre une nouvelle qui va le retourner. Apparemment, et on ne sait pas trop comment il l'a découvert, mais il serait en fait le fruit d'une relation extra-conjugale. Cette nouvelle fait qu'il tourne le dos à sa mère et qu'il se met à l'insulter ne voulant plus jamais lui parler. Et c'est ainsi que sa relation vis-à-vis des femmes devient très compliquée. Il commence à avouer à ses amis que un de ses fantasmes les plus chers serait de stocker des femmes dans son garage pour pouvoir abuser d'elles comme il le veut. Et tout comme son père le faisait avec sa mère, il devient agressif à chaque fois. Et histoire de rendre la chose bien plus compliquée encore une fois, c'est à la même période que son père est condamné pour voyeurisme et pour abus sur jeunes filles mineures. Mais après ça, Paul tente de se stabiliser, du moins professionnellement. Il trouve un emploi en tant que comptable et il va y rester pendant pas mal de temps. Au niveau des relations, c'est déjà bien plus compliqué. Alors qu'il entretient une relation avec une certaine Suzy, il se met en couple avec une autre fille qui s'appelle Carol. Les deux filles qui à la base n'étaient pas au courant qu'il les trompait vont finir par s'en rendre compte et elles vont totalement l'accepter vu l'emprise qu'il a sur elles. Mais ça ne dure pas très longtemps car quelques semaines plus tard, Carol prend une ordonnance restrictive contre lui pour des appels téléphoniques obscènes. Bien sûr, ça n'arrête pas Paul qui quelques semaines plus tard se met en couple avec une certaine Jennifer Thompson qui finalement se mettra à porter plainte contre lui pour exactement les mêmes raisons quelques mois plus tard. Et c'est à ce moment-là que Paul décide de réduire un petit peu ses relations.
Malheureusement, c'est à partir de là que Paul commettra ses premiers abus sexuels. Le 4 mai 1987, alors qu'il est à un arrêt de bus, il va kidnapper une jeune femme et abuser d'elle. Et à partir de là, il enchaîne les crimes. 10 jours plus tard, il recommence exactement la même chose à un autre arrêt de bus. À quelques jours de Noël, il remet ça sur une femme de 27 ans, puis sur une autre femme de 19 ans. Bref, sa réputation commence à devenir très connue. Et c'est encore une fois en parallèle de tout ça que Paul se met en couple avec une certaine Carla. Bien sûr, il ne change toujours pas, il est toujours violent avec elle, sauf que cette fois, elle accepte. Quelques semaines après le début de leur relation, une amie de Carla trouve un couteau sous leur matelas. En lui demandant pourquoi il y en avait un là, Carla se met à défendre Paul en disant qu'il avait des habitudes assez étranges et qu'ils avaient des fantasmes assez violents mais que tout était normal. Sauf que ça n'arrête pas l'amie de Carla qui se met à enquêter sur Paul et elle va même trouver une liste très étrange plaquée sur le frigo de leur maison. Avoir une alimentation saine, faire de l'exercice régulièrement, avoir une bonne hygiène. Jusque là, tout était à peu près normal, mais vous allez voir la suite. Ne jamais dire aux autres que notre relation est autrement que parfaite. Sois une parfaite petite amie. Si Paul demande à boire, amène-lui une boisson rapidement et avec le sourire. Rappelle-toi que tu es stupide. Rappelle-toi que tu es moche. Rappelle-toi que tu es grosse. Je ne sais pas pourquoi je te dis ces choses, puisque rien ne changera. Complètement effarée parce qu'elle vient de lire, elle tente encore une fois d'en parler à son amie Carla, sauf qu'elle dit que tout est normal et que si elle fait tout ça, c'est parce qu'elle l'aime. Le quotidien de Paul devient ensuite très sinistre, il continue ses abus sexuels encore et encore sur des femmes de tout âge, allant de 15 ans jusqu'à 30 ans. En parallèle de ça, il se met en couple avec plusieurs femmes en même temps, tout en restant avec Carla qui est au courant, sauf qu'au bout d'un moment, il décide d'impliquer Carla. Un certain 23 décembre, Paul va voir Carla et lui demande s'il est possible de tuer sa propre sœur. Et là, Carla s'exécute. Elle va à son travail, il faut savoir qu'elle est vétérinaire. Elle se procure des médicaments et les ramène à Paul. Ensemble, le couple écrase des pilules dans son verre et mélange la poudre de l'alcool qu'ils lui font boire. Et alors que la petite sœur de Carla est endormie, Paul se met à abuser d'elle. Sauf que cette fois, il n'est plus tout seul, Carla est en train de le filmer. Et là, ce qui se passe est complètement incompréhensible. Pendant l'acte, la petite sœur de Carla fait une overdose et donc ils vont appeler une ambulance pour tenter de la sauver, mais ils n'y arrivent pas. Et le pire dans tout ça, c'est que les ambulanciers ne vont même pas se rendre compte qu'elle a été agressée juste avant. Et après cet événement, le couple va commencer à agir ensemble. Paul ne fera plus rien tout seul. Même si c'est lui qui organise toujours tout et qui décide de qui sera la prochaine victime. Et c'est le 6 avril 1991 que le couple décide de déménager à Sainte-Catherine. Pendant cette période, Carla a un animal de compagnie et il s'agit d'un iguane. Sauf que un jour, ce fameux iguane mord Paul. Complètement enragé, celui-ci pète un câble, il coupe la tête de l'animal, le fait frire et le mange. Vont s'en suivre un nombre incalculable d'abus, à chaque fois c'est Carla qui attire des filles dans la maison et c'est Paul qui ensuite prend le relais. Le 10 août de la même année, Paul et Carla se marient et bien entendu pour fêter ça, ils vont commettre un nouvel abus. Il s'agit de Kristen French, une jeune fille de seulement 15 ans. La jeune fille est kidnappée en plein jour, sauf que cette fois il y a un témoin. Celle-ci décrit du mieux qu'elle peut la situation, elle établit un portrait robot de Paul. Et tout ça va faire que la police reçoit énormément d'appels et qu'au fur et à mesure, la piste de Paul est retenue. Très vite, la police se rend chez Paul, commence à l'interroger, ils vont même lui prendre un peu de son ADN, sauf qu'en faisant des comparaisons avec les scènes de crime, ils ne vont trouver aucune compatibilité, ce qui est très bizarre. L'étau se resserre pour Paul qui tout de même n'est pas du tout écarté de la liste des suspects. Le 22 décembre 1992, une victime que Paul et Carla ont forcé à avoir des relations sexuelles avec eux dépose une plainte au commissariat. Encore une fois, les descriptions qu'elle fait convergent les pistes vers Paul. Celui-ci, qui se trouve maintenant sous tension et qui sent que le temps joue contre lui, devient encore plus violent avec sa femme Carla. Alors qu'une dispute éclate, il va la frapper tellement violemment qu'elle devra aller à l'hôpital. Lorsque les parents de celle-ci la retrouvent dans cet état, ils décident qu'elle ne doit absolument plus jamais voir Paul. Complètement effrayée maintenant par celui-ci, elle décide d'accepter et même de déposer plainte contre lui. Et en fait, la première fois que Paul est arrêté, c'est pour ça, c'est pour violence conjugale. Et alors qu'il est en pleine arrestation, de nouveaux résultats ADN vont venir, et cette fois il confirme qu'il y a bel et bien une compatibilité entre son ADN et tous les abus sexuels qu'il y a eu auparavant. Au départ, Carla nie toute implication dans les faits, mais lorsque la police fouille la maison du couple, ils retrouvent très vite plein de cassettes et plein de vidéos qui bien entendu l'incriminent. Avec toutes les preuves qu'ils ont à leur disposition, toutes les vidéos qu'ils ont enregistrées pendant toutes ces années, bien entendu le couple va être très vite condamné. Carla est condamnée à 12 ans de prison pour homicide involontaire, tandis que Paul, lui, est condamné à la prison à vie. Aujourd'hui, Carla a été libérée alors que Paul, lui, est toujours en prison.
Au vu de leur physique, les médias ont très vite renommé le couple comme étant le couple de tueurs Ken et Barbie. Et même des années après, on ne sait toujours pas combien de victimes ils ont réellement à leur effectif. Bon, vous voici de retour dans la safe place. On espère que malgré toute l'horreur des histoires qu'on vous a racontées ce soir, vous avez passé un bon moment à nous écouter et à apprendre des choses. Comme on vous l'a dit en introduction, ça réunit vraiment tous les trigger warnings. Franchement, ces histoires sont vraiment atroces et malheureusement, il y en a encore plein dans le genre. Et pour être tout à fait honnête avec vous, il y a certains détails qu'on décide de ne pas dire parce que c'est juste beaucoup trop violent. Il y a même certaines histoires qu'on préfère ne pas traiter parce que les détails sont vraiment trop troublants. En tout cas, c'était le deuxième épisode de cette nouvelle série consacrée au True Crime. On espère vraiment que vous l'appréciez. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à nous manifester tout votre soutien en commentaire, c'est vraiment super important. D'autant plus que ce genre de vidéo, c'est forcément enterré par YouTube parce qu'on traite de sujets très durs. N'hésitez pas également à rejoindre tous nos réseaux sociaux qui s'affichent juste là à l'écran. Et pour ceux qui se posent la question, évidemment que non, les threads ne seront pas du tout remplacés. Les deux concepts cohabiteront un petit peu sur la chaîne. On va également tenter de nouvelles choses, mais on vous en dit pas plus. Bref, en tout cas, on est super content de cette nouvelle dynamique sur la chaîne. On est aussi super content de vos retours. Franchement, ça fait toujours super plaisir à lire. Et c'est ça qui nous motive à bloc et nous donne envie de toujours aller plus loin et de toujours faire mieux. Donc voilà, si vous voulez également rejoindre l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit, ça se fait en un clic, en appuyant sur le bouton rouge qui est juste en bas. N'hésitez pas également à appuyer sur la cloche pour être notifié de toutes les prochaines sorties de vidéos. C'était Joe et Kratos et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!